Donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je travaille sur la question du jeu depuis une vingtaine d'années, facilement. Euh, alors cette question, on va dire, de la place de la guerre. Alors on en parle dans le jeu vidéo, mais en fait c'est une question qui se pose depuis relativement longtemps. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au fond à la culture ludique, on va dire, dans son histoire, hein, euh, en fait, on va trouver, hein, tout au long de l'histoire, alors à partir du moment où on arrive à repérer des objets de jeu, hein, ce qui est très compliqué, mais euh, on parle souvent de culture ludique avec l'idée que ça désigne en fait tous ces ensembles d'activités, d'objets, de dispositifs. Alors ça peut être juste des règles aussi, hein, je sais pas, jouer à papa et maman, hein, ça fait partie de la culture ludique, etc. Et au fond, cette culture ludique, quand on fait un peu son histoire à grands traits, on se rend compte que la guerre, en fait, est quasiment présente, hein, dès le début. Imiter la guerre dans le jeu, hein, ça fait partie de ces espèces de structures anthropologiques très importantes. Alors, ce que les premiers anthropologues du jeu, enfin, ou les premiers chercheurs et théoriciens du jeu ont appelé souvent l'agone. C'est un terme qui veut dire le combat. Et on s'est rendu compte que le combat, hein, ou un combat pour de faux, mais le combat, ça fait partie des thématiques, enfin, des types de jeux qu'on va trouver de façon un peu régulière à la fois dans l'histoire, mais aussi dans les différentes sociétés. Euh, donc il y a les travaux de Kaiwa, de Huizinga qui ont largement mis ça en évidence, hein. Et puis voilà, donc on dit que dans la culture ludique, hein, dans le développement du jeu, l'agone, le combat, ça fait partie, alors avec d'autres formes de jeux, hein, ce qu'on va appeler les jeux de mimicry par exemple, c'est plutôt des jeux où on va faire semblant, comme la dinette, la poupée, etc., ou les jeux de soins, et puis les jeux de vertige, etc. Mais là, on va plutôt s'intéresser vraiment à la question de l'agone, hein, des jeux de combat. Euh, Mince, pardon. La culture ludique, alors, elle est difficile, hein. Faire une histoire, on va dire, du jeu, c'est quelque chose d'assez compliqué pour plein de raisons. D'abord, il y a des problèmes de traces, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des objets que les archéologues trouvent, puis se disent qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une décoration, un jouet? Des fois, on trouve une espèce de tablier un peu bizarre en se disant est-ce qu'on jouait là-dessus, etc. Alors sans les règles, hein, c'est compliqué de savoir si c'était des objets de jeu. Il y a d'autres difficultés, hein, qui sont liées au fait que il y a beaucoup de matériaux qui sont périssables aussi. Donc il y a des moments où on ne trouve pas de jeu, mais on se dit peut-être qu'en fait il y avait des jeux, mais juste on n'a plus du tout les traces. Mais bon, en dépit de ces difficultés, on peut quand même s'intéresser à la question de la place des jeux agoniques, hein, des jeux de guerre. Et alors, on va essayer de balayer un peu aujourd'hui, sur le temps qu'on a, les différents pans de la culture ludique, c'est-à-dire le jouet, le jeu de société, et puis on finira bien sûr sur le jeu vidéo en se demandant si le jeu vidéo n'est pas un peu l'héritier de cette longue histoire, hein, de la culture ludique. Alors le jouet guerrier, c'est quelque chose qu'on trouve assez tôt dans l'histoire, hein. On va trouver dès l'Antiquité, la Haute Antiquité, des objets, hein, de jeux enfin des jouets plutôt, hein, qui vont représenter, on va dire, représenter la guerre, les soldats, la bataille, les outils de guerre. Donc on en trouve une quantité assez fréquente. Avec effectivement des variantes selon les pays, les moments, les cultures, etc. On en trouve à l'époque romaine, on en trouve aussi à l'époque plus tardive, au Moyen-Âge, on va en trouver, hein, des représentations. Voilà. Et puis on va voir que chaque pays va développer une représentation de son armée, de certaines batailles, etc. Donc voilà quelques exemples ici, des soldats du magnifique musée de Nuremberg du jouet. Et donc on a toute une tradition, hein, effectivement, de représentation, hein, du soldat, et qui va continuer aujourd'hui, hein. Alors pour je vois bien dans la salle l'âge, mais je ne sais pas si G.I. Joe est encore chez les enfants quelque chose qui est très très commun, mais G.I. Joe, par exemple, s'inscrit complètement dans cette histoire, hein, de la représentation du jouet guerrier. Puis on verra aussi que pour comprendre l'évolution et la place du jouet, enfin de la place de la guerre dans la culture ludique,
En fait, il faut aussi mettre en relation avec la façon dont on pense le jeu, c'est-à-dire à quoi ça sert en fait. Et on va voir que dans les sociétés, ça va quand même relativement évoluer, hein, avec une vision, on va dire, un peu très éducative, hein, du jouet qui va être le moment où l'enfant va se familiariser avec son devenir adulte. Alors la guerre, enfin, c'est très caricatural, c'est plus subtil que ça, mais il y a cette dynamique centrale quand même dans les sociétés européennes, en tout cas, qui va être que le jouet guerrier est très associé aux garçons et les jeux de soins, de care, etc., vont être plutôt associés aux filles. Et donc, on a une représentation du jouet qui renvoie en fait à une fonction éducative, hein, assez clairement. En tout cas, pour le jouet. Donc G.I. Joe, hein, alors je vais m'arrêter parce que vous allez me dire, en fait, peut-être que les G.I. Joe que vous avez connus, ils ne ressemblaient pas à ça. Et c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a une rupture, hein, et j'essaierai d'arriver là-dessus, mais on va dire qu'une partie du jouet, hein, contemporain s'inscrit très clairement dans cette tradition du jouet guerrier à destination des garçons pour les former à la dureté du monde. Alors, le jeu de société, quand on fait une histoire du jeu de société aussi, et qu'on essaie de remonter un peu dans le temps, on va voir qu'effectivement, le jeu de société a très largement puisé, hein, dans puiser son inspiration, en tout cas dans des logiques guerrières, des logiques d'affrontement. On peut penser par exemple un des plus anciens, c'est pas le plus ancien, hein, mais un des plus anciens jeux qu'on avait trouvé, le jeu Royal Dur. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeu du 3e millénaire avant l'ère commune. Alors c'est un jeu qui a posé longtemps des problèmes parce qu'on l'avait trouvé dans une tombe. Et puis, en fait, on ne savait pas trop au début ce que c'était. On s'était dit, mais c'est un truc de divination, qu'est-ce que c'est Et puis, on avait trouvé des objets avec, pardon. Et voilà. Et puis, il y a eu le mystère a été levé par un chercheur du British Museum qui a trouvé, en fait, une tablette où il y avait des règles. Donc, on s'est dit, ah bon, c'est pas un truc de divination, c'est vraiment un jeu. Alors, c'est un jeu, hein, si on le regarde... Vous allez dire la dimension guerrière, elle est quand même très symbolique, hein, mais le principe, je change de, voilà, ouais. Le principe, c'est que vous avez des pions, hein, et il s'agit de rentrer par ici. Ici, c'est des dés, ce qui vous permet de définir en fait le nombre. Ça fait comme un D6 en gros, ou 2D6, et ça, vous devez rentrer par cette zone-là, sortir vos pièces, et ici, c'est une zone de capture, c'est une zone de guerre. Voilà. Donc, on voit qu'assez tôt, hein, on a cette thématique au fond, hein, de la guerre en jeu. On va trouver aussi donc, dans l'histoire, dans l'Antiquité, des jeux d'affrontement. Hein, alors, ancêtres des échecs, ancêtres ou pas, mais en tout cas antérieurs aux échecs, on va trouver beaucoup de jeux de pions, ce qu'on va appeler la pétéia, des jeux de dés, des jeux d'osselets. Mais là, c'est une représentation d'Ajax et Achille qui jouent à un jeu de dés, de pions en fait, hein, et de capture. C'est une figure qu'on trouve, hein, sur plusieurs supports en fait, hein, qui est assez récurrente. Et donc on va voir au fond, alors ils jouent effectivement, et puis eux-mêmes sont des grands guerriers, donc il y a cette idée que le jeu en fait va emprunter, hein, très largement au monde de la guerre. Donc cette dimension de capture, d'élimination, c'est effectivement une dynamique centrale des jeux de tablier, hein, qu'on va trouver aussi dans l'Antiquité, grecque, romaine, etc., qu'on va trouver aussi bien sûr en Orient. Donc le jeu des latroncules, qui ressemble un peu à des... Bon, enfin, s'il y a des vrais spécialistes, ils vont dire que non, mais bon, ça ressemble un peu à des principes de dames, etc., ou des jeux de déplacement, mais on va trouver donc beaucoup de jeux thématisés. On va trouver effectivement aussi en Orient d'autres jeux sur cette thématique de la guerre. Hein. Ici, le Xianqi, hein, il s'agit de capturer des pièces adverses en franchissant la rivière, etc. Donc, quand on voit la représentation, on a une représentation d'un champ de bataille, hein, et puis chaque pièce, hein, représente, hein, une figure un peu militaire. Voilà. Donc ça va être l'histoire aussi des échecs, hein, puisque donc, un des ancêtres des échecs, le chaturanga, pardon, qui va apparaître au XIe siècle, enfin même un peu avant en réalité, qui se joue au départ à 4. Hein, on va très rapidement voir les pièces, hein, être remplacées, hein, pour renvoyer plus directement au registre militaire, le roi, la reine, le fou, le cavalier, etc., que vous connaissez bien.
On va trouver plein de jeux comme ça, hein, aussi pendant le Moyen-Âge, hein, qui vont renvoyer en fait à cette logique de capture, hein, de prise de pion, hein, et d'affrontement. On peut penser à l'Alquerque, il y en a plein. Donc là, je vous fais quelque chose d'assez grossier, mais pour vous montrer qu'au fond, hein, aussi bien dans le domaine du jouet que du jeu de société, bah, c'est pas très nouveau qu'on ait emprunté en fait, hein, à la thématique de la guerre. Et on pourrait même dire que la Gone, hein, c'est un peu la thèse de Huizinga, enfin de grands théoriciens du jeu. C'est peut-être même un des fondements, hein, de cette mise en scène de la guerre, hein, de l'affrontement. C'est un des fondements en fait du jeu, hein, et du développement du jeu, ce qu'il va appeler l'homo ludens, hein, de l'homme qui joue, enfin ou l'humain qui joue plutôt. Et voilà. Alors, il faut voir que pour comprendre aussi cette représentation, on va dire, de la guerre, il faut peut-être la mettre en relation aussi avec la façon dont on a pensé la fonction du jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, le jeu, on a une vision un peu ambiguë, c'est-à-dire que on aime bien, mais il ne faut pas trop jouer, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez des enfants, il y a un rapport très compliqué aux jeux vidéo, quand ils jouent à Fortnite, etc. Et donc, on se dit, mais au fond, est-ce que c'est vraiment un divertissement? Et l'idée, c'est que, en fait, le jeu en fait, est porteur, on va dire, hein, pour reprendre la phrase de Brougère, à la fois de représentation de ce qu'on a, de ce que c'est que le jeu, ce que c'est que l'enfance aussi, puis aussi ce que c'est que la place du jeu dans l'éducation, hein, des individus. Pardon. Donc, en fait, quand on regarde un peu l'histoire plutôt de la pensée du jeu, hein, et la façon dont on s'est dit, mais à quoi ça sert, et puis est-ce que c'est une bonne chose que de jouer, on va voir que cette ambiguïté entre, oui, c'est un outil, c'est une activité d'éducative, on la trouve assez tôt, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire aussi bien chez Platon, qui va défendre, en fait, alors, qui a une vision très morale, on va dire, du jeu, alors pas de n'importe quel jeu, hein, mais dans différents textes, au fond, il va défendre, hein, cette idée que le jeu, c'est l'apprentissage d'une forme de citoyenneté. Alors, c'est souvent les jeux de stratégie, hein, donc c'est pas tous les types de jeux. Avec des jeux parfois même un peu violents, hein, on va dire des jeux de bagarre qui va plutôt défendre, hein, mais on a cette idée au fond que tout ce qui voilà, relève du beau jeu paraît relever de l'éducation bien comprise, hein, tout jeu digne de sérieux semble éducatif, tout moyen d'éducation efficace peut être pensé comme jeu. Et donc on a une vision, on va dire, assez orientée sur le jeu, mais ça c'est quelque chose qui en fond traverse aussi l'histoire de la pensée du jeu, parce que chez Platon on a l'idée que le bon jeu, alors en l'occurrence le jouet, hein, mais c'est celui qui imite le réel. C'est-à-dire que, et là on va voir que c'est une rupture qu'il y a déjà dans l'Antiquité et qui est toujours actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, peut-être de façon moins aiguë qu'aujourd'hui, mais au fond, le jeu qui renvoie au réel, hein, le jouet qui va imiter le petit soldat, qui va imiter la ferme, qui va être au plus proche du réel, hein, contrairement aux jouets, je sais pas, aujourd'hui. Pokémon, etc., où on se dit mais à quoi ça ressemble en fait, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors il n'y a pas Pokémon, mais on pourrait dire, j'ai fait une table ronde sur ce thème-là, que dirait Platon des Pokémon? C'est qu'il dirait non, ça ressemble pas, voilà, c'est moche en fait, hein, ça ressemble pas au réel, et donc il y a cette idée au fond que le jouet et le jeu sont des dispositifs d'apprentissage, hein, et que c'est dans une logique d'imitation et de relation au réel, hein, qu'on va donner des jouets. C'est quelque chose d'assez fort et qui est toujours, en fait, on va dire, un espace de débat aujourd'hui dans la place du jeu dans l'éducation des enfants. Alors, assez tôt, on va avoir aussi cette idée que, en fait, peut-être que le jeu n'est pas si fondamentalement important dans l'apprentissage et le développement. On va trouver ça chez Aristote, etc. On peut accepter le jeu de jouer à la guerre. En fait, c'est un divertissement comme un autre, hein, au fond. Le jeu a pour objet de se délasser, hein, faire une petite partie, je sais pas moi, de Candy Crush dans le métro. C'est pas très guerrier, mais en tout cas, voilà, on a cette idée qu'au fond, le jeu en fait a une fonction de délassement dans une relation non pas à l'éducation ou à la vie future, mais plutôt au travail. Voilà. Alors avec cette dimension très morale, hein, qui est toujours d'actualité, hein, on peut jouer, mais pas trop. Voilà, ça c'est quand même la règle générale et qui va être omniprésente, on va dire, dans l'histoire du
du jeu. Alors, le Moyen-Âge est assez marqué par ça, hein, au fond, hein, quand vous lisez plutôt les pères de l'Église, Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, etc., vous allez avoir au fond cette idée d'une méfiance, alors d'une méfiance très forte pour les jeux d'argent, bien sûr, une condamnation très nette, hein, des jeux d'argent, mais des autres jeux comme les jeux de dames, etc., les jeux de guerre, une forme de légitimité médénagane, on dirait les Grecs, mais c'est-à-dire au fond il faut une forme de modération et une méfiance, hein, quand même à l'égard du jeu, parce qu'il peut conduire à effectivement à la négligence, hein, des obligations spirituelles. Et c'est une dimension qu'on va trouver très fortement, hein, chez Pascal, en fait, hein, qui est peut-être le penseur français du jeu, c'est-à-dire celui qui a eu une influence très forte, hein, sur la façon dont on a pensé le jeu, qui est au fond très proche des pères de l'Église à certains niveaux, c'est-à-dire, au fond, le jeu, c'est un divertissement, et c'est un divertissement qui va plutôt... qui nous éloigne au fond, hein, de la réalité, hein, et puis du sentiment aussi que ça va se finir. Et donc il y a une vision, hein, très un peu escapiste au fond, hein, c'est-à-dire c'est un échappatoire à la réalité, et donc il y a une vision très ambiguë, hein, on va dire chez Pascal, hein, du jeu, puisqu'il permet de rendre la vie supportable, et en même temps c'est une forme d'aveuglement. Voilà, si on joue, c'est qu'on veut s'aveugler, etc. En fait, je pense que, enfin, on est plusieurs à penser ça, c'est que cette vision du jeu, pas très, enfin, cette vision ambiguë à l'égard du jeu, c'est-à-dire, oui, c'est un délassement, mais oui, ça nous éloigne quand même. Donc, c'est pas une vision très, très favorable, hein. C'est une vision très française en fait du jeu. C'est-à-dire que après, si on regarde la façon dont le jeu s'est développé en France, on a une vision qui est pas nécessairement très optimiste, contrairement, par exemple, ça se traduit tout simplement, hein, c'est pas juste des grands discours, ça se traduit, si vous regardez la place du jeu dans le système scolaire français. Il est réduit à la cour de récré, grosso modo. Le jeu au sens de jeu libre, hein. Après, oui, on peut faire des exercices en disant que c'est des jeux, mais c'est autre chose. C'est des exercices dont on dit que c'est des jeux. C'est pas nécessairement des jeux. Mais le jeu libre, on va dire, il est relativement peu présent en fait dans le système éducatif français. C'est très clair en fait quand vous regardez les systèmes, mais je reviendrai là-dessus, les systèmes d'accueil en fait de la petite enfance ou de l'enfance. Voilà, entre les kindergarten allemands et l'école maternelle française. L'école maternelle française laisse très peu de place en réalité au jeu, ou à un jeu très cadré, hein. Et les kindergarten vont faire un peu plus confiance aux jeux libres, notamment aux jeux de bagarre, etc. Voilà. Enfin, dans le respect, bien sûr, des enfants, hein. Donc, au fond, on va avoir cette ambiguïté dès l'Antiquité qui va se prolonger, en fait, hein, très tardivement. Et comme je le disais, en fait, on va commencer à avoir un peu des moments un peu de pensée un peu différentes, hein, avec effectivement une pensée allemande et puis après plus largement anglo-saxonne aussi, sur... alors le romantisme allemand a donné beaucoup de valeur au jeu, hein. On peut penser effectivement à Schiller, etc., mais au fond même chez Nietzsche dans une certaine mesure, avec une pensée de certains pays beaucoup plus favorable et beaucoup plus positif, hein. Le jeu comme espace de créativité... le jeu, voilà, serait le propre de l'homme, et puis c'est l'enfant qui joue, c'est l'enfant qui va créer son univers, qui va devenir un artiste au fond, hein. Et donc on va avoir une espèce de séparation, hein, de deux façons de considérer le jeu, une façon un peu ambiguë chez les Français, et puis une façon beaucoup plus romantique et beaucoup plus positive, hein, dans les pays allemands, qu'on va trouver. Alors j'ai cité Pascal comme un penseur important sur la question du jeu. En réalité, ce qu'il dit du jeu n'est pas très long dans les fragments, en fait, hein. Mais c'est plutôt en fait Rousseau qui va être le penseur français du jeu et qui va essayer d'en faire, mais qui prolonge dans une certaine mesure la réflexion pascalienne. Rousseau dans l'Émile, en fait, qui va développer une idée que le jeu, les types de jeux, alors les jeux de poupées, mais aussi les jeux de combat, hein, enfin, les jeux d'affrontement, etc., sont des outils importants dans le développement de l'enfant, avec une vision très naturaliste. Mais contrairement à ce qui se passe en Allemagne, où on va avoir Froebel, par exemple, qui est un pédagogue, enfin, philosophe et pédagogue, qui va penser la question du jeu, chez Rousseau, il y a l'idée que le jeu
est très important, mais à la condition que l'adulte le guide. Hein. Donc il y a une présence de l'adulte, hein, alors que la pensée frébélienne, en fait, qui va largement influencer les kindergarten, va plutôt penser le jeu libre, c'est-à-dire dans cette vision qu'il faut laisser les enfants choisir leur jeu, créer leur jeu, hein, cette vision de créativité, alors que chez Rousseau, il y a plutôt l'idée qu'il faut fournir à l'enfant le bon jeu. Hein. Donc on est dans une vision un peu dans un cas de grande liberté, d'autonomie, avec une conviction que le jeu le jeu libre est important dans le développement, et puis quelque chose qui dit oui, le jeu peut être bien, mais il faut que l'adulte en fait choisisse et cadre l'activité, etc. Et on va voir que toutes ces conceptions-là ne sont pas complètement décrochées du réel, mais plutôt vont avoir des influences aussi sur le type de jeu qu'on va produire en France et dans d'autres pays, etc. Les Français, quand on est bon sur plein de trucs, notamment dans le jeu vidéo, vous pensez à Assassin's Creed, etc. Mais là où on a été très bon, l'heure de gloire de l'industrie française, ça a été les jeux ludo-éducatifs. Adibou, hein, grand succès mondial français. Je ne sais pas si vous avez vécu avec Adibou. Sur les serious games, on est assez bon en fait. Hein. Et puis vous regardez des productions aussi, quand vous regardez Assassin's Creed, alors qui est un peu sur la thématique de la guerre, mais il y a un souci un peu didactique hein, dans les produits Assassin's Creed. Si vous regardez des jeux, c'est Ubisoft aussi, comme Cœur Vaillant, je ne sais pas si vous connaissez on voit bien qu'il y a ce souci de il faut un jeu, mais dont il y a un cadrage en fait, hein, par une autorité, hein, où on dit, voilà, on donne des éléments, etc. Donc il y a cette pensée du jeu qui va vraiment influencer, on va dire, à la fois des pays et des façons de se représenter le jeu. Et donc on va voir que la France va assez vite se positionner hein, sur ces questions de jeu. Alors bon, il y a le pasteur Oberlin qui a été important dans le développement une figure importante en pédagogie sur l'utilisation du jeu. Alors pas nécessairement du jeu de guerre, hein, très clairement, mais il y a cette idée d'instrumentaliser le jeu hein, dans une logique de formation et d'éducation. Et donc, on va dire 18e, 19e siècle, et ça va continuer, hein, on va avoir en France particulièrement hein, une vision très très éducative du jeu, avec des dimensions un peu historiques, parfois guerrières, un peu minimisées aussi, hein, mais on peut penser au jeu des colonies, hein, ou les luttes européens, avec aussi une mise en scène hein, quand même de la guerre dans toutes ces représentations-là, mais dans un souci plutôt, on va dire, éducatif hein, et de formation, voilà, apprendre quelles étaient nos colonies, etc. Le moment important, on va dire, et on voit aussi que c'est pas un hasard si c'est plutôt du côté de la Prusse en fait qu'on va trouver ça, c'est l'émergence de ce qu'on va appeler le Kriegspiel, qui va être la traduction du wargame, qui va donner lieu à ce qu'on appelle le wargame, le jeu de guerre. C'est-à-dire des jeux qui, alors, on a vu qu'il y a plein de jeux qui simulent ou qui font référence à la guerre, mais on va avoir plutôt au 19e siècle, dans les états-majors et les écoles militaires, des jeux qu'on va d'abord appeler Kriegspiel, qui sont des simulations qui se veulent très réalistes de la guerre. Et donc, c'est l'ancêtre aussi des jeux de figurines, etc. Donc, on va faire des décors, faire des petites figurines ou éventuellement utiliser des bouts de carton. Et puis, alors, quand c'est créé, le Kriegspiel, c'est d'abord créé dans une logique de formation des officiers. C'est-à-dire, alors c'est très, très intéressant parce que la Prusse, c'est un peu la thèse de Bourguillot, qui est un spécialiste Antoine Bourguillot, qui est un spécialiste des wargames, mais qui dit au fond, la Prusse a eu un moment un avantage, parce que c'était pas une immense armée. Elle a eu un avantage par cette formation-là, et que ce qui montre bien dans son ouvrage, c'est qu'en France, on a très peu utilisé les jeux de guerre, enfin on a été un peu en retard pour utiliser les jeux de guerre dans la formation des officiers, puisqu'il y a toujours cette méfiance à l'égard du jeu comme quelque chose qui est pas nécessairement très sérieux ou dont on peut pas complètement lui faire confiance. Et donc le Kriegspiel va être un moment vraiment important hein, dans l'histoire de la culture ludique, puisqu'on va développer des jeux dont l'idée c'est de simuler au plus près, hein, le plus réaliste possible, on ne l'est jamais, mais et donc on va développer des tableaux, si vous avez déjà joué à des wargames, hein, c'était des tableaux infinis, avec, voilà, on va essayer de définir la portée d'une arme, le nombre de morts qui est possible par tel ou tel type d'arme, le moral des troupes, est-ce que les troupes vont tenir, est-ce que si elles perdent la moitié, si un bataillon perd un tiers
de ses membres, est-ce qu'il va reculer, etc. Donc il y a ce souci-là qui va se développer hein, et qui va devenir très progressivement. Il va basculer dans le monde civil. En fait, ces jeux-là vont très vite circuler hors des états-majors et des écoles militaires. Hein. Donc on va les voir circuler plus tardivement en France, mais en Prusse, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et puis, à partir des années, on va dire 20, 30, on va avoir des premiers jeux qui vont essayer aussi, qui viennent un peu du monde du wargame. Hein. On peut penser à ce jeu des années 20 qu'on a à l'université, puisqu'on a une immense collection de jeux de société. C'est de la promo, mais on a une immense collection de jeux de société. Vous pouvez visiter à l'université Sorbonne Paris-Nord. Mais vous voyez un jeu comme Chasing Villa, alors qui n'est pas complètement un wargame parce qu'il ressemble plutôt à des jeux comme l'Alquerque ou des jeux comme ça. C'est des jeux vraiment de capture de pions. Mais il faut, l'armée mexicaine doit récupérer Pancho Villa. On peut dire qu'à partir des années 50, et c'est vraiment une société comme Avalon Hill qui va développer, qui va en fait transférer ces jeux de guerre, ce Kriegspiel, dans le monde, on va dire, du divertissement, avec un jeu comme Tactics, hein, où on va vous mettre des petits pions, etc. Voilà. Donc c'est un moment assez important. Donc ça va donner des jeux de ce type-là. Hein, si vous n'en avez jamais fait, c'est à peu près 1 heure d'installation pour 10 heures de jeu. Voilà. J'ai des souvenirs enfants où je pense qu'on faisait juste installer les trucs et puis c'était tout. Je crois qu'après on arrêtait parce que c'était tard et qu'il fallait rentrer. Donc cette production de jeux qu'on va appeler des wargames, hein, très très simulationnistes, hein, très réalistes, qui vont largement inspirer le jeu vidéo, hein, donc qui vont être très importants. Alors les années 80, donc là je vous ai fait une histoire à très grands traits, hein, mais à partir des années 80, au fond, on a enfin plutôt même des années 70 aux années 80, on va avoir une rupture dans la culture ludique. C'est-à-dire que tous les discours, au fond, qu'on a sur le jeu jusque dans les années 60-70, c'est un discours plutôt éducatif, avec une vision, peut-être pas platonicienne, mais en tout cas, une vision en France particulièrement du jeu comme un outil d'éducation. À partir des années 80, je parle plutôt de tournant fun, on va voir la culture ludique se transformer. Hein, 80, c'est un pivot, mais ça démarre avant. Et on va voir en fait la culture ludique en général se transformer et devenir, dans une certaine mesure, le cauchemar de Platon. C'est-à-dire que on va voir au fond d'abord une explosion. En fait, les industries du jeu explosent en fait, ou se développent. Alors, elles s'industrialisent au 19e siècle. On va trouver des premières industries du jeu comme Parker Brothers, etc. Voilà, à la fin du 19e. Mais on va voir au fond un accroissement des industries du jeu à partir des années 50-60, du jouet. Hein. Mattel va devenir très puissant à partir des années 60. Alors c'est lié hein, d'abord à des effets démographiques, c'est-à-dire pourquoi le jeu tout d'un coup a un tel succès à partir des années 50-60, parce qu'il y a un baby boom, etc. Donc une jeunesse qui est là et qui consomme. Et puis on va voir aussi la culture ludique un peu se transformer. Sacrément avec, alors c'est pour les historiens, alors vous avez vu le film, mais peut-être vous avez sûrement vu le film Barbie, mais qui est assez bien fait en fait parce qu'il s'appuie beaucoup sur des travaux en fait d'historiens du jouet. Mais Barbie en fait, elle est un peu emblématique de ce moment de bascule de la culture ludique en général, aussi bien dans le domaine du jouet que du jeu de société, et puis on le verra dans le domaine du jeu vidéo. En fait, Barbie, c'est un peu la première bad girl de la culture ludique contemporaine parce qu'elle marque une rupture avec ce qui se faisait avant. Alors bien sûr qu'elle est caricaturale, Barbie, bien sûr qu'elle est... Enfin, le film montre bien hein, cette... Mais en fait, elle est ambiguë. Elle est très ambiguë au moment où elle sort. Parce que quand elle sort, d'abord, il y a des enquêtes qui montrent un peu qu'il y a des rejets en fait, hein, de cette figure-là, par les mères notamment, parce qu'elle marque une rupture avec la poupée traditionnelle qui était le poupon. Et Barbie s'adresse aux petites filles en disant avec moi tu vas faire autre chose que de t'occuper d'un bébé en fait. Voilà. Alors, on peut dire pour aller faire du shopping il y aurait peut-être d'autres choses plus intéressantes à faire, mais c'est une proposition alternative. Et donc il y a une sorte de mise en fiction qui est très nouveau à l'époque. C'est-à-dire, alors l'autre point important aussi, c'est que Mattel avait compris que Barbie pourrait pas être, comment dire, que Barbie allait être un objet de résistance, et donc
Mattel aussi développe parmi les premiers, c'est pas les premiers, mais des publicités qui s'adressent directement aux enfants. Si vous regardez la publicité pour les jouets, donc vous allez avoir des jouets pour les fusils, ou pour les poupées, etc. Mais très souvent, en fait, la voix off ou la mise en scène de la publicité s'adresse aux parents en disant « Achetez ceci à votre enfant, il deviendra un vrai soldat, il sera une bonne maman, etc. » Et Barbie va développer des publicités qui va s'adresser non plus aux parents, qui va s'adresser aux enfants en disant joue avec moi et on va bien se marrer. Enfin, pour le dire trivialement, c'est ça l'idée. Donc il y a quelque chose donc elle est très ambiguë, hein, Barbie, quand elle sort. Alors, pourquoi je parle de Barbie dans une conférence sur la guerre? Parce que Barbie, en fait, va avoir un effet très fort, en réalité, sur l'industrie du jouet, et notamment du jouet guerrier. C'est-à-dire, et donc c'est là aussi l'importance, il faut défendre Barbie à un certain niveau, enfin pas besoin d'être défendu, mais il faut vraiment rappeler son importance, hein, centrale dans l'histoire contemporaine du jouet, parce que le concurrent de Mattel, c'est une société qui existe toujours, qui s'appelle Hasbro. Et Hasbro, c'était les spécialistes des jouets. Alors on n'appelle pas ça des dolls, on n'appelle pas ça des poupées, hein, on appelle ça des action figures. Hein, c'est-à-dire, attention, ça n'a rien à voir avec des poupées. Et c'était eux qui faisaient G.I. Joe, qui est un personnage, et puis beaucoup de jouets guerriers. Et en fait, en voyant le succès de Barbie, G.I. Joe va aussi se fictionnaliser. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une référence à la guerre, mais c'est plus une référence à la vraie guerre. C'est-à-dire, ça va être une référence à un monde imaginaire avec Venom, des méchants, etc. Et puis on va commencer à raconter des aventures de G.I. Joe qui sont plus nécessairement des aventures uniquement de conflit avec l'ennemi, etc. Et donc on a tout d'un coup une transformation dans la question du réalisme ou du rapport au réel dans le domaine du jouet guerrier. On va le voir, cette logique, elle va se développer très fortement avec un jeu comme un jouet comme Les Maîtres de l'Univers, hein, qui va être un des gros succès des années 80 et de la culture du jouet contemporain. Musclor, Musclor He-Man en anglais, ou toute une série de jeux qui, tout d'un coup, en fait, sont des jouets pour les garçons, sont des jouets guerriers, mais qui ne font plus du tout référence au réel. Voilà. Ils vont plus du tout faire référence à des conflits, on fait plus référence à des armées qui existent, mais à des univers fantastiques, imaginaires, etc. Donc on peut en citer plein. Hein. Vous avez effectivement Musclor, on peut penser à Jace et les concurrents de la lumière, les conquérants de la lumière. Et avec une association aussi très forte, hein, tout d'un coup, de ce qu'on va appeler la transmédiation, c'est-à-dire les jouets font plus référence à la guerre réelle ou à l'histoire, mais ils font référence à des univers qu'on va voir à la télévision. C'est ce qu'on va appeler le transmédia, c'est-à-dire tout d'un coup des univers qui vont circuler, et tout d'un coup la culture ludique elle est profondément perturbée, parce que voilà, on joue à la guerre, mais à une guerre qui n'existe pas. Voilà. Ce qui est pas innocent aussi dans la façon dont ça construit les enfants. Parce que c'est pas la même chose de grandir avec des soldats napoléoniens qu'on va utiliser dans sa chambre, bon, fantasmant sûrement aussi, hein, l'histoire napoléonienne, que de jouer avec Musclor dans une guerre qui n'a à peu près rien à voir avec le réel, etc. Et donc ça construit aussi, ça socialise les enfants de façon très différente. Alors j'anticipe un peu, mais c'est pas un hasard si c'est en gros cette génération un peu avant, etc., qui a joué au nouveau G.I. Joe, qui a joué au Maître de l'Univers, qui va être celle qui va avoir un engouement très fort pour le jeu de rôle. Voilà. C'est-à-dire pour des univers. Donc on voit qu'il y a un processus démographique et presque, enfin sociologique pour le coup, de transformation de la culture ludique, des enfants qui vont se développer avec des jouets guerriers un peu différents, hein, et produire une fois, quand ils sont adolescents et adultes, aussi d'autres formes de jeux qui prolongent dans une certaine façon toutes ces formes de fiction, hein, nouvelles dans le domaine du jouet guerrier. Donc on va voir en fait le développement, hein, de ces univers-là, un peu fantastiques, et toute une série, une myriade, alors ça va durer juste dans les années 2000, on va dire, hein, de jouets guerriers, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire, en fait. Un décrochage, alors peut-être pas plus ou moins masqué, mais on va inventer, je sais pas, Masque, les Transformers, etc. L'arrivée du Japon dans l'industrie du jouet et de la culture enfantine, hein, va prolonger en fait ce décrochage du jouet guerrier avec le réel, hein,
même s'il y a des éléments de réalité hein, enfin, ça peut faire référence à des problématiques, hein, mais qui ne sont pas notamment c'est pas une référence à l'histoire, en fait, c'est souvent des références à l'actualité. On peut penser à, si vous avez jamais vu Spectroman et que vous voulez rire un instant, tellement c'est mal fait, mais ça devient presque beau. Hein. Mais dans Spectroman, il lutte quand même contre la pollution. Mais on est dans voilà. Donc ces monstres aussi japonais ont une histoire. Hein. Ils font référence à des choses, au traumatisme liés aux bombes nucléaires, enfin à Hiroshima, etc. Mais dans des formes fictionnalisées très fortes, quoi. Quand on fait des enquêtes auprès des enfants, c'est pas sûr qu'ils voient toutes les références qu'il peut y avoir derrière. Ils voient surtout des enfants, des personnages qui se battent contre les monstres, etc. Donc on va avoir au fond aussi cette espèce de décrochage total hein, dans le domaine du jouet guerrier, hein, avec le monde, avec l'histoire et la réalité. Le summum, je pense que c'est effectivement Power Rangers, hein, qui va être un des grands succès des années 90, où c'est des personnages, et c'est ce que les travaux ont montré, c'est-à-dire que en fait, Power Rangers, c'est presque irregardable, mais parce qu'en fait, on le regarde comme si c'était un film, alors qu'en fait, Power Rangers, dans mon laboratoire, on a fait beaucoup d'enquêtes dans les années 90 sur Power Rangers, et en fait, les enfants regardaient Power Rangers, non pas pour qu'on leur raconte une histoire, mais comment utiliser des jouets. En fait, voilà, et qui faisait quoi quand on faisait une partie de jeu. Donc on voit bien qu'on a une espèce de glissement, de décrochage, de différenciation très forte hein, entre le jouet traditionnel, au fond, et le nouveau régime du jouet. Alors, on voit bien que d'ailleurs, c'est quelque chose, cette transformation du jouet guerrier, du rapport à la violence, au fond, hein, va être aussi l'objet de panique morale. Hein, et quand on entend certains discours du jeu vidéo, enfin qu'on a sur le jeu vidéo, qui sont tout à fait légitimes, hein, c'est pas la question, mais on voit bien que c'est que ils s'inscrivent en fait dans cette transformation du jeu comme un espace de loisir et de divertissement pur, voilà. Avec un très beau texte de Barthes, par exemple, dans les années 50, enfin presque 60, je crois que c'est dans les mythologies, mais j'en suis plus sûr, sur le jouet, où il y a une nostalgie de Barthes. Enfin, il déteste en fait le jouet moderne, hein, le jouet avec des soucoupes volantes, je crois. Il parle des soucoupes volantes, etc. Et une nostalgie du jouet ancien, du jouet en bois, en disant enfin, à la fois le plastique est moche et les créatures sont laides. Voilà. Je sais pas moi. Oui. Qu'est-ce qui est très moche? Alors, Gormiti, non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. On va trouver aussi chez un pédagogue important en sciences de l'éducation, Neil Postman, qui lui va parler de la disparition de l'enfance en disant, au fond, il n'y a plus l'enfance. L'enfance n'est plus là, son jouet a disparu, c'est devenu un consommateur. La référence à la réalité est plus là, et donc il fait un très bel ouvrage, hein, qu'il faut lire aussi avec distance, mais qui s'appelle La disparition de l'enfance. Voilà. Avec cette idée du mauvais goût hein, et d'univers au fond qui n'ont plus de sens en fait pour les adultes, hein, avec aussi cette idée qu'effectivement le jeu et le jeu guerrier est devenu autonome et que les enfants ont leur propre culture en fait. C'est ça aussi qui commence à faire paniquer les pédagogues en se disant mais ils jouent à des jouets dont je comprends rien. Et on a peut-être tous fait l'expérience de voir des enfants, des nièces, etc. jouer à un truc où on comprend rien et on n'a aucune prise dessus, en fait. Et c'est ça qui se passe à partir des années 60-70, cette espèce de rupture nette, on va dire, générationnelle. Donc c'est ce qu'on va appeler hein, le nouveau régime du jouet, hein, qui va marquer au fond, hein, alors, qui va influencer le jouet guerrier notamment, mais en fait tout le jouet en général, hein, avec au fond une transformation, hein, une rupture très forte avec l'imitation, hein, au profit de l'imaginaire, les mondes fictionnels, etc. Donc, toutes ces dimensions-là. Alors, c'est quelque chose qu'on va trouver, au fond, aussi dans le jeu de société. C'est-à-dire que le jeu de société, on l'a vu, il renvoie beaucoup il renvoie beaucoup à la guerre, il renvoie beaucoup à des choses un peu connues, des moments historiques, des grands mythes nationaux. À partir des années 80, en fait, et 70, enfin, au tournant des années 80, on va voir, avec un peu de décalage sur le jouet, le même processus arriver. Alors, par exemple, donc, l'ancêtre de Donjons et Dragons, hein, dont on a fêté l'année dernière les 50 ans, du jeu de rôle Donjons et Dragons, en fait, ça vient à l'origine du wargame. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouaient au wargame, c'est-à-dire à l'imitation de batailles, etc., de batailles réelles, voilà. On refait des guerres médiévales, etc. Et puis ils se disent, si on joue avec moins de figurines déjà, et puis si on commençait à écrire des fiches de personnages pour chacun de nos bonhommes,
Et puis à la fin, si on enlevait les bonhommes, on gardait que nos fiches de personnages et on se racontait des histoires. Et donc ça va être le début de Donjons et Dragons. Voilà. Donc on passe de Chainmail à Donjons et Dragons. Et puis on va voir aussi dans le Wargame par exemple qui imitait beaucoup le réel, donc on refaisait des batailles napoléoniennes, refaisait la bataille d'Hannibal, etc. Et puis on va voir apparaître des Wargames qui font référence uniquement à de la fiction. Je pense en France à V-Ténébrae, mais production française, Monsieur Froideval, mais en fait on va voir au fond la même logique que dans le jouet, c'est-à-dire qu'on ne joue plus la guerre. Avant on jouait la guerre, au fond. Mais on joue avec la guerre, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'idée de l'affrontement, mais qu'on va transposer en fait complètement ailleurs. Voilà. Donc avec des jeux comme Zarkos, Rencontre cosmique, donc la thématique du médiéval fantastique, la thématique de la science-fiction vont devenir en fait aussi dans le jeu de société comme dans le jouet des éléments centraux en fait de la culture ludique. Et donc, on a un nouveau régime aussi du jeu de société qui va se développer autour du jeu de rôle, autour aussi des jeux grandeur nature, c'est-à-dire des gens qui vont se dire « Ah ouais, si on faisait des jeux de bagarre, où on se déguise en chevalier, etc., on se raconte des histoires. » Donc, c'est un prolongement du jeu de rôle, mais à des niveaux aussi, jusque dans les jeux de faire semblant, c'est-à-dire qu'on va complètement faire semblant à la guerre, mais avec des règles un peu complexes, etc. Voilà. Donc on a ces dimensions tout à fait importantes. Alors au fond, on peut dire le jeu vidéo, il s'inscrit dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là qui consiste à la fois à reprendre toute une tradition, on va dire, de la culture ludique, c'est-à-dire simuler la guerre. Et on va voir qu'on a le développement qui va comment dire, avec les progrès des jeux, parce que les premiers jeux vidéo sont textuels en réalité, mais en fait le jeu vidéo va être porteur de cette double histoire de la culture ludique, c'est-à-dire une espèce d'idée de, en fait on va jouer à la guerre en essayant de faire quelque chose de le plus réaliste possible. Donc ça va être le développement des jeux à la Battlefield, mais aussi des jeux de stratégie en temps réel. On va essayer qui sont les prolongements du wargame, où on va faire référence directement à des conflits existants. Et puis on va essayer de produire une simulation au plus près de ça, avec un réalisme technique, un souci du détail. On va aller chercher, on va documenter sur comment on peut produire, tel type d'arme, quel effet elle a vraiment, est-ce qu'on recule de 1 mètre, de 2 mètres, voilà. Et donc on a un souci de réalisme technique et aussi esthétique qui se développe et qui renvoie au fond à l'idée que le jeu vidéo s'inscrit dans cette histoire-là. Mais on va voir que assez rapidement, en fait, il va aussi être porteur de cette culture ludique assez contemporaine, où la guerre est une mécanique de jeu, mais on joue avec. Et alors ça, c'est une capture d'écran de Fortnite, mais la référence au réel, surtout dans Fortnite, elle est très très souple. Voilà. Je vais être personnage avec la banane qui est assez connue, mais bon, régulièrement, ils mettent à jour des super-héros, etc. Et donc, on voit que la guerre est un prétexte au divertissement, mais qu'il n'y a aucun souci de produire un sentiment de guerre, en fait, très clairement. Et puis, on va avoir aussi quand même toute une production de jeux de stratégie très importante, avec, on va voir aussi que le jeu vidéo, par contre, contrairement aux jouets et peut-être aux jeux de société, va aussi être un objet politique dont on va beaucoup discuter. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, ce sont des objets politiques. Mais on va voir que beaucoup dans les jeux de guerre ou les jeux de développement de civilisation, ça c'est une capture d'écran du jeu Civilisation, donc c'est un jeu qui vous propose de gérer votre civilisation d'une sorte de préhistoire alors c'est une série, Civilisation. Le tout premier, il s'est développé depuis la préhistoire à être la première société à aller sur Alpha Centauri, je crois. Voilà. Donc développer la fusée. Mais entre-temps, on pouvait aussi massacrer les autres civilisations qui se développaient. Et en fait, très tôt, on a commencé à se dire, mais en fait, le jeu vidéo, il a quelque chose de très singulier, c'est qu'il produit un discours politique très fort. Et dans Civilisation, c'était très clair. C'était un jeu, donc vous devez développer votre civilisation depuis, effectivement, une espèce de préhistoire, moyenne antiquité. Mais on voyait qu'il y avait quand même des sociétés qui étaient supérieures. Alors, si vous jouez les Américains, vous avez plus de chances de gagner, en fait,
que si vous jouiez les Zoulous. Les Français, on était un peu au moyen, on était un peu en bas de tableau, etc. Mais donc on voyait qu'il y avait une vision très politique, très idéologique de ça. Il y avait aussi l'idée que dans les premières civilisations, ça c'est les travaux de Tremel qui ont bien montré ça et Fortin, que si vous passiez par la démocratie, si vous passiez pas par la démocratie à l'américaine, votre société a moins de chances de réussir. Enfin, voilà. Donc il y avait quand même des avantages, donc on s'est rendu compte. Et donc on a vu aussi que les concepteurs de civilisation, sous l'effet en fait, des remarques qui ont été faites, ont commencé à se dire ah oui, alors peut-être qu'on peut essayer de produire des jeux qui, au contraire, en fait, interrogent sur la dimension politique. Et effectivement, ce qu'on va voir, c'est que le jeu vidéo est à la fois un objet de propagande. Si vous prenez un jeu vidéo qui a eu beaucoup d'influence sur ce qu'on a appelé les FPS, les jeux de tir à la première personne, c'est America's Army, qui était un jeu vidéo développé pour recruter les gens, en fait, pour leur donner envie de rejoindre l'armée américaine. Un jeu assez bien fait d'ailleurs, etc. Donc c'est devenu à la fois un outil de propagande très très fort. Donc on retrouve en fait cette dimension, on va dire, un peu ancienne du jouet militaire qu'on donnait aux enfants. Pour leur rappeler la grandeur de la France ou de tel pays, telle bataille. Mais on va voir aussi que dans le même temps, comme un peu civilisation, on va avoir des jeux qui vont aussi documenter la guerre. Donc des jeux qui vont plutôt essayer de se dire, au-delà du jeu, est-ce qu'on peut renseigner en fait, pas simplement faire de la propagande. Donc on pense à Cœur Vaillant par exemple, un très beau jeu d'Ubisoft sur la Première Guerre mondiale, où vous échangez des lettres, ils sont appuyés sur de la vraie documentation, et donc on comprend la complexité. On joue aussi du côté aussi bien du côté des ennemis que du côté du côté français. Et le jeu est assez bien réussi. Et on va voir aussi qu'au fond, on a tout un ensemble de jeux et c'est peut-être ça la singularité, on va dire, par rapport à ce que faisait le jeu de société ou ce que faisait le jeu vidéo, à ce que faisait le jouet, le jeu de société, c'est-à-dire que c'était aussi des objets de propagande, c'était aussi des objets qui pouvaient socialiser, on va dire, les enfants à certains aspects de la guerre. Mais on commence aussi à avoir des jeux vidéo qui interrogent, en fait, par leur gameplay, la question de la guerre. C'est-à-dire qui ont un discours aussi, on va dire, de réflexivité, de mise en réflexivité des gens face à ce que c'est que la guerre. Alors, il y a même des Call of Duty qui vous font sur les questions de dilemme. Vous avez un jeu qui est assez connu, qui s'appelle This War of Mine, alors qui ne fait pas référence explicitement à un événement historique, mais on comprend très vite que c'est le siège de Sarajevo, dans les années 90. Et vous devez survivre en fait. Vous jouez des gens qui sont voilà, et donc vous jouez, vous avez 2 parties, le jour, la nuit, etc. Et c'est des jeux qui vont vous confronter à des choix qu'il faut faire pour survivre, et puis aussi à la violence de la guerre. Et donc on voit que tout d'un coup, les jeux, en tout cas le jeu vidéo a sa singularité par rapport à ce qui précédait. C'était au fond de prendre la guerre comme une référence, mais aussi de produire un discours sur la guerre, et un discours qui peut être très manichéen, mais aussi des discours qui vont commencer à interroger très fortement ou à mettre les joueurs en situation de réflexivité sur qu'est-ce que ça veut dire que de jouer à la guerre, en fait. Et ces jeux-là posent cette question. J'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. J'ai 3 petites questions. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la vision des jeux en Orient? Vous l'avez abordé par le Japon. En deuxième question, j'ai aussi sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui s'ouvre un petit peu en termes de jeux et jeux guerriers, entre autres? Et une dernière petite question sur l'apport du jeu vidéo de guerre par rapport à une relative pacification des mœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça? Ouais. Voilà. Merci. Alors, la première question, en fait, je vais y répondre très vite, c'est que je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai lu très peu. Enfin, je connais bien. Enfin, oui, j'ai bien lu quand même. On a beaucoup travaillé sur la pensée, on va dire plutôt occidentale du jeu. On a des éléments donc sur les dimensions vraiment de l'histoire, enfin la représentation du jeu dans les sociétés plus orientales. Ça, je serais assez incompétent et donc je préfère me taire que de dire des bêtises. Votre deuxième question, c'était sur les IA, c'est ça? Ouais, sur le développement des IA.
Alors, en fait, peut-être vous demandez à quel niveau, c'est en termes de production de nouveaux jeux, etc. Ou... Parce qu'il y a eu, en fait, quand vous regardez l'histoire, en tout cas, des développements des jeux de guerre, on voit que les jeux de guerre ont largement alimenté, de toute façon, les jeux vidéo ont beaucoup alimenté en fait l'industrie, enfin le monde informatique. C'est-à-dire que souvent, c'est des découvertes qu'on fait aussi pour le jeu vidéo. Donc les IA, depuis des années, elles courent après le réalisme de ce qu'on va appeler les bots, c'est-à-dire de tous les PNJ, pour qu'ils se comportent de façon plus réaliste possible. Mais c'était peut-être pas ça votre question. Allô? Ah oui, voilà. Excusez-moi. En termes d'IA, c'est ce que je constate dans l'utilisation des IA qui sont encore assez premières. Hein, en fait, on peut commencer à jouer avec l'IA et lui demander qu'elle nous crée des jeux. Mais c'est comme pour les premiers jeux vidéo, comme vous disiez tout à l'heure, qui étaient très écrits en fait pour le moment. Oui. Alors, un des enjeux, mais ça, il faut le travailler. Et puis j'ai une collègue au labo qui est plutôt spécialiste de ça et moi qui est plutôt sur la conception. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est... Enfin, ce qu'elle a montré, c'est quand même le développement, depuis les années 2000, de ce qu'on va appeler le secteur dit indépendant. C'est-à-dire un secteur de gens qui font des petits jeux, etc. Et en fait, que les IA sont complètement en train de... En fait, ce secteur-là ressemblait à ce qu'était l'industrie du jeu vidéo dans les années 80, où c'était 2-3 types qui développaient leurs jeux. Ensuite, à partir des années 2000, en fait, le jeu est devenu une espèce d'industrie culturelle massive. Et en fait, où les petits studios de développement ont disparu. Et en fait, assez tôt, sont revenus des petits studios indépendants. Et ce qu'on voit effectivement, c'est l'usage des IA, en tout cas dans le développement de ces petits jeux-là. En revanche, dans le monde du jeu de société, l'IA en France, en tout cas, elle est complètement décriée. C'est-à-dire que, aussi bien pour les graphistes, donc il y a un appel régulier des professionnels de l'industrie à refuser d'utiliser des IA dans la production, par exemple, d'illustrations sur les boîtes de jeux, d'utiliser des IA dans le... Et c'est très particulier à la France, en fait. Voilà. Dans d'autres pays, ils les utilisent en disant donne-moi une idée de jeu de wargame, ou par exemple, on va tester des règles et voir si l'IA vous dit c'est buggé, il faut équilibrer, etc., entre les variables. En France, en tout cas dans le secteur du jeu de société, pour l'instant, il y a une résistance à l'usage de l'IA. Et votre dernière question, c'était... Sur l'impact aussi des jeux vidéo de guerre éventuellement sur une forme de pacification des mœurs. Alors, c'est la thèse. En fait, c'est une thèse c'est une très bonne question. C'est une thèse qu'on va trouver assez tôt, et alors notamment qui va être développée par un sociologue qui s'appelle Norbert Elias, en fait, et qui va développer ce qu'il va appeler la civilisation des mœurs. C'est-à-dire, au fond, plus la violence disparaît de l'espace public, plus on se civilise dans nos relations, c'est-à-dire que voilà, on se dit bonjour, etc. Plus en fait on va nous interdire aussi, plus l'État va avoir le fameux monopole de la violence. Au fond, on va avoir besoin de développer des espaces un peu cathartiques, en fait, c'est-à-dire des espaces qu'il appelle des espaces de régulation de la vie pulsionnelle. Et effectivement, sa thèse, c'est que plus les sociétés se normalisent et se civilisent avec tous les guillemets possibles, c'est-à-dire en termes d'organisation des interactions, et plus on va développer des jeux dont certains vont avoir un besoin en fait d'expression en fait des émotions, etc. Et c'est un peu la thèse, c'est-à-dire que vous regardez les sociétés, alors ça marche pas complètement en réalité, parce que ça marcherait par exemple pour le Japon, qui est une des sociétés où les mœurs sont dans l'espace public sont très très régulées en fait, voilà. Et qui développe des jeux complètement délirants qui ne passeraient pas en France, en fait. Voilà. Donc, mais après, pour d'autres pays, ça ne marche pas. Mais oui, c'est une thèse qu'il y a en disant, au fond, moins les sociétés sont violentes et plus elles ont besoin d'espace d'expression de cette violence dans un espace régulé dans le cadre du loisir. Merci. Est-ce que les jeux vidéo sur la guerre ont une bonne ou une mauvaise influence sur les enfants ? Alors, c'est une très bonne question, qui est l'enjeu de débat infini. En fait, à ce jour, il y a quand même un consensus pour dire que le type de jeu a à peu près aucun effet. Qu'en fait, le jeu vidéo, en réalité, a très peu d'effet sur quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on croit. Alors, c'est dur à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, souvent, c'est des variables exogènes qui expliquent, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec le jeu vidéo, des enfants qui vont passer leur week-end, etc., à faire ça, etc. Mais
en fait, qui joue et qui joue pas, on se rend compte que c'est très peu explicatif des trajectoires. Donc en réalité, le jeu n'a pas beaucoup d'impact. Voilà. En fait, c'est les stratégies éducatives familiales qui sont très fortes, qui vont expliquer, je sais pas moi, la question du décrochage scolaire ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas un objet de tension dans les familles, etc. Mais grosso modo, dans le jeu vidéo, a très peu d'impact. Je pense que parfois, on lui accorde un pouvoir beaucoup plus puissant que ce qu'il est vraiment. Merci pour votre présentation d'abord. Et j'aurais aimé que vous nous parliez des liens entre le jouet physique, la production audiovisuelle, type dessin animé, voire cinématographique, et comment ces industries en fait passent d'un silo à l'autre. C'est pas vraiment des silos, en fait, c'est très poreux. Voilà. Non, c'est là. En fait, je suis allé très vite et j'ai dû le mettre en slide, mais le climax en fait de l'évolution, en fait, de se rendre compte, c'est Pokémon. En fait, Pokémon. Bon, j'ai beaucoup parlé de Barbie, qui a été un moment important dans l'histoire de la culture ludique. Mais en fait, Pokémon a été un moment très très important de la culture ludique parce que, contrairement aux autres, il s'est pas contenté de circuler d'un espace télévisuel à un espace physique. C'est que Pokémon a coché toutes les cases dans tous les domaines de la culture ludique. C'est-à-dire qu'il est devenu un jeu vidéo, il est devenu un jeu de cartes, il est devenu un ensemble de figurines, de peluches, etc. Et avec Pokémon, en fait, on a l'idée que la culture ludique, en fait, enfin, que ce qui compte dans l'objet, c'est l'univers, en fait, et c'est moins le support physique. Et donc, voilà. Et on voit quand même aujourd'hui que c'est ce sur quoi travaillent toutes les industries du jeu, à peu près, c'est d'essayer de développer d'abord des univers. Enfin, en tout cas, de travailler sur un univers et que le support arrivera ensuite, en fait. Voilà, Alors que pendant longtemps, on partait du support. Par exemple, les maîtres de l'univers, c'est Mattel qui a des figurines à l'origine de Conan, donc ils n'ont plus la licence. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait de ces jouets-là ? Et donc, ils mettent des designers et des concepteurs en disant, faites-nous un dessin animé à partir de ça. Dans une certaine mesure, c'est un peu vrai Transformer aussi. Voilà. Et en fait, à partir de là, il y a eu même des échecs. C'est-à-dire, Jace et les concurrents de la lumière, je ne sais pas si ça vous parle. Mais en fait, ils ont d'abord fait... Alors, c'est l'inverse. Ils ont fait le dessin animé et ils ont dit aux designers, faites-nous les jouets. Les jouets ont été un échec total. Et voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à les fabriquer un peu comme dans le dessin animé, puisqu'il y avait les monstres aux plantes qui bougeaient, etc. Et donc, à partir de Pokémon, on va avoir se développer ce que Steinberg appelle le média mix, c'est-à-dire on réfléchit en amont à un univers dont on est capable de faire circuler là-dessus. Ouais. Et on le voit qu'il y a une espèce d'hybridation aujourd'hui, même dans le jeu de société, par exemple. Le jeu de société mobilise beaucoup de jeux vidéo. Un des grands succès en ce moment, c'est Unlock, par exemple. Si vous jouez à Unlock, en fait, vous vous dites, mais il y a un truc un peu jeu vidéo dans Unlock. Et on voit plein de jeux aussi hybrides se développer. Donc, cette notion, effectivement, de découpage est de moins en moins évidente. Merci beaucoup, Vincent. On vous retrouve à la table ronde qui clôturera l'après-midi.